Manuel Lozano. Mon vrai nom est Manuel Pinto Queiroz Ruiz. Rafael Gómez. Luis Royo. Je suis né dans le cœur historique de Barcelone en 1920. Je suis né le 6 janvier 1924. Quand la guerre a éclaté, j'avais 16 ans et je me trouvais à Badalona. Je suis né à Benaguasil. Mon père était républicain. Il appartenait à la Confédération nationale du travail. Le 25 août 1944, le journal Libération publia en première page la photographie du premier soldat français arrivé à Paris. Ce soldat était le lieutenant Amado Granel. Et il apparaissait à la une du journal sous le titre « Ils sont arrivés ». Le 26 août, dans le grand défilé de la victoire, le républicain espagnol, le soldat vaincu de la guerre civile, avançait sur la grande avenue, arborant sur son véhicule près des insignes de la France libre, le drapeau républicain espagnol. Ces hommes dont je vais vous raconter l'histoire arrivent d'Espagne en France en février 1939. Il faut vous dire qu'à cette époque, l'Espagne est une république renversée par un coup d'État militaire. Sachez qu'avant l'arrivée de la République en 1931, l'Espagne vit sous un régime féodal, c'est-à-dire avec un roi, une armée, une église extrêmement puissante. Précisons que d'un côté, vous avez la bourgeoisie industrielle qui cherche à se développer, et de l'autre côté, vous avez le peuple qui veut sortir de la misère. Et c'est cette dynamique qui conduit à la fuite du roi et à la République. Mais la République est divisée, car comme on l'a vu, les intérêts sont divergents. D'ailleurs, dès 1932, les affrontements entre le peuple et la bourgeoisie sont terribles. D'un côté, des grèves révolutionnaires de la part des ouvriers et des paysans qui veulent obtenir de meilleures conditions de travail et la redistribution des terres, et de l'autre côté, une bourgeoisie effrayée de perdre son pouvoir. La Grogne populaire amène au pouvoir le Frente Popular, qui est le regroupement de toutes les forces de gauche aux élections de 1936. Hélas, cette victoire n'est que provisoire. Dès le 18 juillet 1936, un coup d'État militaire dirigé par le général Franco va provoquer une guerre civile de 32 mois. Le soulèvement militaire, préparé depuis des mois par les généraux Mola, Goded, Sanjurjo et Franco, est déclenché le 17 juillet 1936 à Melilla, au Maroc espagnol, avant d'arriver à Madrid dans l'après-midi du 18 juillet. L'alarme est donnée dans la population. Les syndicats ouvriers exigent du gouvernement la distribution d'armes. Le gouvernement hésite, pensant pouvoir négocier avec les insurgés. La population prend d'assaut les casernes. Quand le gouvernement se décide à distribuer les armes, une partie de l'Espagne est déjà tombée aux mains des militaires. Les anarchistes de la CNT, très implantés en Catalogne, déjà préparés à affronter un éventuel soulèvement, se jettent dans la bataille et le 19 juillet réussissent à arrêter les putschistes à Barcelone. Mais le peuple, quand même, va chercher à mettre en place sa propre révolution. On a vite voté des lois qui n'existaient nulle part en Europe. La République a donné le droit de vote aux femmes, promulgué une loi sur l'avortement, une loi sur l'enseignement dans les collèges, une semaine de vacances pour les mineurs, et une semaine payée par les compagnies minières. On a fait ce que j'appelle une révolution sociale. Et là où il y a eu une victoire, disons, prolétarienne, plus qu'une victoire de la gauche, automatiquement, immédiatement, dans plusieurs secteurs, les travailleurs se sont emparés des terres ou se sont emparés des entreprises. Donc c'est un mouvement qui est en partie spontané. Mais les illusions ne durent pas. Face à ce coup d'État militaire, le peuple, lui, se mobilise et crée des milices pour défendre son gouvernement. Rapidement, la guerre civile tourne au profit des nationalistes de Franco qui reçoivent un soutien sans concession des autres pays fascistes d'Europe. L'Allemagne d'Hitler, l'Italie de Mussolini et le Portugal de Salazar. Tandis que la République est abandonnée par des démocraties qui signent un traité de non-intervention à peine un mois après. Les forces, quant à elles sont complètement inégales. Alors que les nationalistes sont puissamment armés,
Les républicains ne reçoivent que le secours spontané d'étrangers de 53 nationalités différentes, dont les brigades internationales, le Mexique et l'URSS. En février 1939, la chute de la Catalogne sonne le glas de la République. Un mois après, la guerre est finie. Le 1er avril, c'est le défilé militaire de Franco dans les rues de Madrid. Cette guerre a provoqué un exode sans précédent. 500 000 personnes ont cherché refuge au pays des droits de l'homme. J'ai passé la frontière le 2 février 1939. L'aviation allemande et l'aviation franquiste nous ont bombardés sur le chemin jusqu'au bout. On est arrivé en France, plus d'un demi-million de personnes. L'accueil n'a rien de fraternel. Les réfugiés, véritables parias, sont traités en ennemis. Les familles sont séparées, les combattants sont désarmés, fouillés, humiliés, les récalcitrants menacés d'être foulés. Tous les postes frontières présentent la même vision, une multitude impossible à évacuer qui fait que même une fois admis, les réfugiés doivent continuer à attendre dans le froid et sous la pluie. Donc c'est dans ces conditions que quelques mois plus tard, en septembre 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate. Sachant que cette guerre est proche depuis déjà quelques mois, le gouvernement français cherche à utiliser donc les internés étrangers comme main-d'œuvre au sein des CTE, c'est-à-dire des compagnies de travailleurs étrangers, en particulier pour renforcer les lignes de défense françaises, et je pense entre autres à la ligne Maginot, ou encore dans la Légion étrangère pour une période de 5 ans, ou dans les régiments de marche volontaires étrangers, les RMVE, pour toute la durée de la guerre. Quelques mois plus tard, la déclaration de guerre est arrivée en France. Et tout de suite, ils sont venus dans les camps pour former des compagnies de travail avec les Espagnols. Chaque semaine, des gendarmes venaient demander des hommes pour la Légion. Alors, beaucoup de prestataires espagnols et d'enrôlés dans les régiments de marche vont se trouver prisonniers lors de l'offensive allemande du printemps 1940. Ils seront d'abord détenus dans des prisons en France ou dans des stalags en Allemagne, et ensuite déportés à Mauthausen sur ordre express de Berlin. Dès le 6 août 1940 arrivaient les premiers déportés au camp de Mauthausen, premiers déportés européens, et c'était des Espagnols. En juin 1940, la France capitule. Le maréchal Pétain devient le chef du gouvernement de Vichy et collabore avec l'occupant nazi. Hormis les réfugiés espagnols faits prisonniers et déportés, pour les autres, l'armistice signifie soit donc d'être de nouveau internés dans les camps en métropole ou dans les territoires français d'Afrique du Nord, soit de rester dans la Légion. Ne voulant pas servir le gouvernement de Vichy, certains vont déserter pour rejoindre les forces françaises libres, nouvellement constituées après l'appel du 18 juin 1940 du général de Gaulle. Après le débarquement allié américain donc en Afrique du Nord, en novembre 1942, la plupart des internés et des travailleurs des GTE libérés rejoignent les forces françaises libres. Commence alors la campagne de Tunisie. Au bout de 6 mois, les Américains, les Britanniques, les forces françaises libres viennent à bout du redoutable Afrika Korps et des troupes italiennes. Après cette victoire, les différents corps d'armée françaises sont essentiellement et officiellement regroupés dès le 1er août 1943 dans les forces françaises de libération, qui comprend la première division française libre du général Koenig et la 2e division blindée du général Leclerc, qui compte un grand nombre d'éléments de l'armée d'Afrique, et des républicains espagnols qui constituent la partie la plus importante. C'est en Tunisie qu'on nous a dit que tous ceux qui combattaient avec les Alliés devaient être démobilisés ou s'enrôler dans les forces françaises libres de De Gaulle ou l'armée de Giraud. Nous, les Espagnols, on s'est enrôlés dans les forces de De Gaulle. Avec la colonne Leclerc et ses soldats africains, De Gaulle voulait former la 2e armée française. Mais les Américains l'obligeaient à se débarrasser des Noirs. Oh. Quand il a demandé ensuite des volontaires, la grande majorité des Espagnols a déserté et est partie avec lui. Cette 2e armée s'est transformée en 2e division blindée. La Nueve était la compagnie espagnole du 3e bataillon.
Elle est devenue une compagnie de choc. Quand on a débarqué, les Américains avaient très peu avancé. C'est nous qui les avons aidés à libérer Avranches, Vitré et Alençon. Et ensuite la forêt des Couves, qui était remplie d'Allemands. Arrivé à Paris, les Américains voulaient qu'on s'arrête aux alentours et ils l'ont ordonné à Drôme. Quand Leclerc est arrivé, il a dit à celui-ci qu'il n'avait pas à obéir à des ordres stupides et qu'il devait entrer rapidement dans la capitale, avec lui. Drôme a pris tous les Espagnols et quelques Français, et avec une section de half-tract et une autre de tank, on est arrivé à l'hôtel de ville même. À la Bastille, on voit passer les Espagnols. Quand on est arrivé à Paris, le 24 août, j'étais sur le Guadalajara, la première voiture blindée à rejoindre l'hôtel de ville. Tout de suite, les gars de la résistance sont venus avec nous. Ils montaient dans les voitures et nous dirigeaient là où se trouvaient les Allemands. Le jour suivant, tôt, on a nettoyé toute la zone, libéré la rue des Archives, et ensuite on s'est dirigé vers la place de la République. Pendant le défilé de la victoire sur les Champs-Élysées, la Nueve escortait le général de Gaulle. On nous avait mis là parce que je crois qu'ils avaient plus confiance en nous comme troupe de choc qu'en d'autres. Quelques jours plus tard, on se remettait en marche. La lutte a été très dure. En Alsace, on se battait par 20 degrés, en dessous de zéro. En arrivant à Munich, quelqu'un nous a averti qu'il y avait dans une grotte beaucoup d'Espagnols. On a découvert que c'était des Espagnols de la division Azul qui s'étaient cachés là. Ils étaient une trentaine. Ils nous ont dit qu'ils s'étaient engagés comme volontaires avec Franco. On est arrivé... Il n'est pas resté un seul. On est arrivé jusqu'à Dachau. Ce qu'on a découvert là-bas était horrible. On a continué jusqu'à Berchtesgaden. On est allé jusqu'au Nidaigle d'Hitler. On a pu planter le drapeau français. C'est là qu'on a fini la guerre. La guerre ne se termine pas que pour les militaires, c'est aussi la fin des horreurs du camp de Dachau et des autres camps, où des millions de personnes auront perdu tragiquement la vie. Dans ces camps, on périt aussi les déportés raciaux, des juifs, des tziganes, des handicapés, des malades mentaux, des homosexuels, tous ceux considérés comme déviants ou de race inférieure. Mais aussi les opposants politiques, qui, entre autres, sont tombés aussi pour fait de résistance. Car la lutte de libération n'est pas que le fait des armées alliées, dont les FFL. Très vite, une résistance va se développer à l'intérieur de l'Europe, et particulièrement aussi en France. Conscients du danger qu'ils entourent, adversaires de toujours, donc des nazis, ces Espagnols, donc des deux sexes, vont rentrer en résistance. Donc les femmes exilées, éparpillées un petit peu sur tout le territoire français, trouvent naturel donc, de lutter contre leur ennemi de 1936, c'est-à-dire le fascisme. Donc elles seront agents de liaison, elles vont abriter des résistants, des militaires tombés en France. Elles porteront des tracts, aussi des victuailles et des armes. Et nombre d'entre elles seront arrêtées, torturées, assassinées dans les geôles nazis et de Vichy, ou déportées à Ravensbrück en tant que résistantes françaises. À l'extérieur comme à l'intérieur des camps, elles continuent leur résistance, notamment en sabotant justement la production de guerre à laquelle elles sont assignées. Et le commandant Sevilla, militaire de carrière, dira d'elle « Quand vous parlerez des Espagnols, dans la résistance, ne parlez pas en centaines, mais en milliers. Sans leur généreuse et courageuse collaboration, de nombreuses actions n'auraient pas abouti avec succès, et beaucoup de maquisards auraient péri. Ne l'oubliez jamais et faites-le savoir au monde entier. » Donc c'est là où on rencontre effectivement donc, des Espagnols qui seront des combattants sur tous les fronts, dans toutes les batailles, partout où ils se trouveront, ils organiseront donc des sabotages qu'ils paieront chèrement de leur vie. Pratiquement tous les maquis de France ont dans leur rang des combattants espagnols qui s'illustreront par leur bravoure. Alors je pense aux Glières, en Haute-Savoie, en Bretagne, en Ariège,
dans le Vercors et puis jusqu'au barrage de l'Aigle. Ces hommes aguerris de la guerre d'Espagne, sachant manipuler les armes avec l'expérience de la guerre, sont un grand réconfort pour tous les jeunes réfractaires au STO, dont 80% d'entre eux n'ont même pas fait le service militaire. Les Espagnols ont été les premiers à prendre le maquis. Alors c'est vrai qu'ils ont pris le maquis parce que faisant partie des compagnies de travailleurs espagnols, les Allemands, les autorités allemandes, les autorités vichysoises avaient aussi commencé à piocher dans leurs effectifs pour les envoyer travailler et en Allemagne, sur le transsaharien, enfin un peu partout où on avait besoin de main-d'œuvre. Et certains maquis seront même composés essentiellement d'Espagnols. Parmi les réseaux qui s'organisent sur tout le territoire figurent ceux des passeurs, dont un des plus connus est celui de Francisco Ponzán, qui sera opérationnel dès août 1939 dans la lutte antifranquiste. Après le 18 juin 1940, il se met au service des Alliés et établir des liaisons avec le service de renseignement britannique pour assurer donc des passages en zone libre et en Espagne. Où la police toulousaine le livre à la Gestapo et il va être conduit à Buzet-sur-Tarn le 17 août 1944 et il va être fusillé avec 53 autres résistants et leurs corps vont ensuite être jetés et brûlés dans la forêt. Les combattants espagnols ont souvent été encensés par les responsables de la résistance, ceux des forces françaises libres. Pour autant, aucun ne tentera de leur venir en aide pour libérer l'Espagne. Pourtant, l'histoire de ces hommes, c'est l'histoire du combat pour la liberté. C'est pour toutes ces raisons qu'aujourd'hui, on peut parler d'une histoire commune entre nos deux pays et affirmer qu'une partie de la mémoire du peuple espagnol se trouve en France. Mais écoutons ce que nous en disent ces hommes. 2 semaines après, on était de retour à Paris. Et on était convaincus que le moment était arrivé de libérer l'Espagne et que la France et les Alliés allaient nous aider. Ça ne s'est pas passé ainsi. Des Français par milliers, des côtes à l'île de France, ont croisé du regard ces étranges amis. Il faudra bien un jour crier dans le silence qu'un nuage espagnol a libéré Paris. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit des catacombes, un drapeau noir, un peu carmin, une espérance vagabonde. Avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien. Quand